Bienvenue. On n'entend pas. On n'entend pas. Bon, oui. Ça va? Merci d'être venu, malgré le bonheur de la température. Un autre bonheur plus grand, c'est le bonheur de la littérature. On va nous parler ce soir de Jette Cohen, qui est une habituée, qui est venue souvent nous parler de la légende de roi Arthur, de Leonard Cohen à l'époque. C'est tout le temps spécial quand je viens, surtout pour nous parler d'une personne qui est une œuvre littéraire, dont la vie est une œuvre littéraire, Casanova. Alors, Judith a fait des études de littérature à Toronto et à l'Université de Strasbourg. Ça fait longtemps qu'elle était à Trois-Rivières. C'est la seule anglophone de langue maternelle anglaise, qui fait partie de notre cercle et qui vient, parce que il y a Aglaé, qui c'est pas sa langue naturelle, la langue anglophone, la langue anglaise. Mais je pense que Judith, c'est la seule. Mais ce n'est pas une anglaise, c'est une irlandaise, c'est très important. Elle qui est née en Nouvelle-Écosse et qui a fait de nombreuses traductions de poètes québécois, dont Gérald Godin et d'autres. Prix de la littérature Gérald Godin, prix de Clément Morin, prix du gouvernement général. Et tout à l'heure, elle vous parlera de ses œuvres. Nombreuses publications qui ont mérité des prix, comme je le disais. Et voilà, ce soir, on va vous parler de la jeunesse de Casanova. Bonne soirée. À la pause, Roger Dupin nous fera la collecte, comme d'habitude. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bon, Casanova est énorme. On tombe dans Casanova et on trouve événement après événement, c'est entraînant, on est tiré là-dedans. Mais pour en parler, il faut choisir. Autrement, on ne sortirait pas. Il est protéiforme, colossal, et on est vraiment intimidé presque par l'énormité du personnage. Il était un millénaire du XVIIIe siècle, né en 1725. Il était une espèce de Picaro-philosophe qui nous a laissé un panorama riche et profond de la vie sociale de son époque. Formé d'abord par ses origines dans le monde du théâtre et par son éducation classique, sûr de son intelligence, il est parti à la conquête de la société, parfois nu-pied, avec seulement son charme, son magnétisme sexuel, son ironie et son humour pour lui ouvrir les portes. Comme tous les grands séducteurs, Casanova n'était pas seulement émotif, il savait paraître innocent aussi, simple et vulnérable. Il était capable de fondre en larmes et de se jeter aux pieds d'une femme avec un air de sincérité. Et une fois dans sa vie, il était sincère, c'était vrai. Par contre, il était également capable d'affronter un adversaire qui portait un épée et avec une canne à marcher de lui casser la mâchoire et le bras droit. Casanova mesurait un peu plus de 6 pieds et était fait, selon son ami le prince de Ligne, comme un Hercule. Cette question de sa grandeur est discutée dans les livres sur Casanova. Dans les pieds et pouces du roi, il avait 7 pieds 9. Mais je découvre depuis, en allant par les centimètres, que les pieds et pouces du roi étaient beaucoup plus longs que les pieds et pouces modernes. Et en faisant le calcul, avec difficulté, je conclus qu'il a 6 pieds, point 1, malheureusement, en plus d'être un aventurier sexuel, il est un obsédé du jeu. Très doué pour les mathématiques, mais incapable de savoir quand s'arrêter. Et quand il s'agissait de faire semblant, de pratiquer la magie, ou de connaître le kabbalisme, il était un fraudeur habile. Mais il ne pouvait pas rester en place, il ne conservait jamais ce qu'il avait gagné, et il oscillait entre la richesse soudaine
et l'extrême pauvreté. Il souffre peut-être de ce qu'on appelle aujourd'hui le déficit d'attention. Et quand on le lit en se disant « Oh, mais il passe d'une chose à l'autre, et beaucoup d'énergie, mais aucune orientation consistante. » Pendant toute sa vie, pourtant, ce qu'il a conservé précieusement étaient ses journaux, ses lettres et ses papiers. En les laissant chez une certaine Madame Manzoni, femme, puis la veuve d'un notaire public. Gérald, si je fais vraiment des fautes de prononciation en italien, arrête-moi. Madame Manzoni avait 20 ans de plus que Casanova, mais protégeait ses papiers jusqu'à la fin de sa vie, 10 ans avant la mort de Casanova lui-même. Il pouvait passer par n'importe quel désastre, mais il portait toujours ses papiers ou les envoyait chez Madame Manzoni pour ne pas les perdre. Puisqu'il est impossible dans le temps qu'on a ce soir d'explorer toutes ces aventures, stratagèmes, gaffes abominables et victoires surprenantes, je vais me limiter à son enfance, les souffrances de son enfance, au désordre de son adolescence, en partie, à son voyage à pied à Rome et à sa rencontre avec Henriette, la Française qui était le grand amour de sa vie. En ce faisant, je me limite au Casanova le plus abordable, le plus touchant, avant les crimes, les vraies défaites, les maladies vénériennes et l'emprisonnement. Le Casanova jeune, brillant, fier de ses lectures et de sa mémoire prodigieuse, fier de sa débrouillardise, nous touche d'autant plus parce que nous savons que plus tard, son monde va s'écrouler. Après avoir réussi à se faire accepter par l'aristocratie et à se doter même d'un titre de noblesse, peut-être inventé par lui-même, il verra la Révolution française balayer tout ce qu'il avait peiné à conquérir. À la fin de sa vie, il ne s'appelait plus Giacomo, mais plutôt Jacques Casanova de Saint-Gall, appelé comme en allemand, qui ne parle pas, Sein Galt, mais prononcé à la française Saint-Gall. Voyons maintenant sa déclaration dans sa préface au sujet de la langue française, parce qu'il a écrit en français. J'écris en français et non pas en italien, parce que la langue française est plus répandue que la mienne. Les puristes qui trouvent dans mon style des tournures de mon pays me critiqueront, auront raison, si elles les empêcheront de me trouver clair. Les Grecs goûtèrent Théophraste malgré ses phrases d'Érèse, et les Romains leur titre livre, malgré sa patabilité. Si j'intéresse, je peux, ce me semble, aspirer à la même indulgence. Toute l'Italie goûte Algarotti, quoique son style soit pétri de gallicisme. C'est pourtant digne d'observation qu'entre toutes les langues vivantes qui figurent dans la République des lettres, la française soit la seule que ses présidents condamnèrent à ne pas s'enrichir aux dépenses des autres, tandis que les autres langues, toutes plus riches qu'elle, la pierre, tant dans ses paroles que dans ses manières, d'abord qu'elle connurent que par ses petits vols, elle s'embellirait. Ceux qui la soumirent à cette loi convinrent cependant de sa pauvreté. Ils dirent qu'étant parvenue à posséder toutes les beautés dont elle est susceptible, le moindre trait étranger l'enlaidirait. Cette sentence peut avoir prononcée par la prévention. Toute la nation, du temps de Lully, porte le même jugement sur sa musique, jusqu'à ce que Rameau vint pour les désabuser. Actuellement, et ici, ceci Casanova a écrit quand il avait 66 ans, et il est très fâché de la révolution qui arrivait et de la future République française. Actuellement, sous le gouvernement républicain, les éloquents orateurs et les savants écrivains ont déjà convaincu toute l'Europe qu'ils l'élèveront à ce haut degré de beauté et de force que jusqu'à présent le monde n'a aperçu dans aucune autre langue. Dans le court espace d'un lustre, elle a déjà gagné une centaine de mots étonnants, ou par leur douceur, ou par leur majesté, ou par leur noble harmonie. Peut-on par exemple inventer rien de plus beau en matière de langue qu'ambulance, franciade, monarchienne, sans-culottisme, vive la République. Il est fâché. Casanova, malheureusement pour lui, a vécu assez vieux pour voir l'autre République, la République millénaire de Venise,
démantelé par Napoléon Bonaparte en 1797 et Casanova est mort en 1798. Giacomo Casanova, né à Venise le 2 avril 1725, un lundi de Pâques. Son père était Gaetano Casanova, employé dans un théâtre, et sa mère était Zanetta Ferrucci, comédienne. Casanova croyait en fait qu'il n'était pas le fils de Gaetano, mais plutôt du propriétaire du théâtre, le patricien Michele Grimani. Et j'ai dû apprendre en lisant ceci que je n'avais jamais réfléchi à la République de Venise, mais c'était immensément ancien et c'est un État policier. Les doges avaient un contrôle absolu de l'État. La classe dominante était des patriciens. Et plus tard, je découvre même des choses que je n'ai pas fini de comprendre. Parce que les aristocrates dans cette société étaient souvent dans la misère totale. Bizarre, drôle de situation. Dans sa petite enfance, il a été élevé par sa grand-mère, sa mère étant absente en tournée dans d'autres villes de l'Europe. On a chuchoté même que son frère cadet, Francesco, conçu pendant que Jeannette jouait au Haymarket Theatre à Londres, était le fils naturel du roi George II. Le père légal de Casanova, meurt quand il n'a que 8 ans, et l'abbé Alvise Grimani, frère cadet du père naturel, devient son tuteur. À 9 ans, pour être éduqué par un certain Dr. Gozzi, Casanova est envoyé à Padoue. Il est envoyé à Padoue aussi parce qu'il a beaucoup de saignements du nez et on pense que le climat de Venise n'est pas sain pour lui. Donc il est envoyé à Padoue chez une femme slavonne qui le prive de nourriture et le fait coucher dans des draps sales avec des punaises de lit et des rats qui passent à côté du lit. Et il raconte ça. La nouvelle vie que je menais, la faim qu'on me faisait souffrir, en plus que tout cela, l'air de Padoue me procure une santé dont je n'avais jamais eu l'idée auparavant. Mais cette même santé me rendait encore plus dure la faim. Elle était devenue canine. Je grandissais à vue d'œil. Je dormais 9 heures du soleil le plus profond que nul rêve ne troublait, sinon celui qui me paraissait toujours d'être assis à une grande table occupé à assouvir mon cruel appétit. Les rêves flatteurs sont plus mauvais que les désagréables. Cette faim enragée m'aurait à la fin entièrement exténuée si je n'avais pas pris le parti de voler. Il apprend à voler très tôt parce qu'il a faim. Et d'engloutir tout ce que je trouvais de mangeable partout quand j'étais sûr de n'être pas vu. J'ai mangé un peu de jour une 50aine de harengs sorets qui étaient dans une armoire de la cuisine, où je descendais la nuit à l'obscur et toutes les saucisses qui étaient attachées au toit de la cheminée, toutes crues défiant les indigestions. Il a mangé des saucisses crues. Et tous les œufs que je pouvais surprendre dans la basse-cour, à peine pondus, étaient ainsi tout chauds par une nourriture exquise. J'allais voler des mangeailles jusque dans la cuisine du docteur mon maître. L'esclavone désespéré de ne pas pouvoir découvrir les voleurs ne faisait que mettre à la porte des servantes. Malgré cela, l'occasion de voler ne se présentant pas toujours. J'étais maigre comme un squelette, véritable carcasse. Alors après 6 mois de cela, sa grand-mère apprend qu'il est maltraité et elle arrive pour le déménager chez le prêtre, le docteur Gozzi, son prédicateur, son précepteur. Et c'est là où il rencontre Bettina, la petite sœur du docteur Gozzi. Et il sera là jusqu'à l'adolescence en fait. Mais quand il a 12 ans et Bettina 15, il essaiera de coucher avec elle, une tentative qui finit en désastre. Ce qu'il fait, c'est qu'il attend devant la porte de sa chambre dehors. Et Padoue est assez nordique pour une ville italienne. Il neigeait, c'était l'hiver, il neigeait. Et il attend devant sa porte. Et il est sûr qu'à un moment donné, elle va l'ouvrir. Il pensait qu'elle avait accepté de lui ouvrir la porte. Sûr que Bettine allait apparaître, je vais à la porte, elle s'ouvre. Mais au lieu de Bettine, je vois Candiani qui me lâche un si fort coup de pied au ventre que je me trouve étendu et enfoncé dans la neige.
Après cela, il va s'enfermer dans la salle où il avait son lit, près de ceux des Feltrins et camarades. Je me lève vite pour aller étrangler Bettine, que dans ce moment-là, rien n'aurait pu garantir de ma fureur. Et voilà la porte fermée. Je donne un grand coup de pied, le chien jappe. Je remonte chez moi, je m'enferme. Je me couche pour recouvrer mon âme et mon corps, car j'étais pire que mort. Trompé, humilié, maltraité, devenu un objet de mépris devant Candiani heureux et triomphant. J'ai passé 3 heures à ruminer les plus noirs projets de vengeance. Les empoisonner tous les deux me paraissait peu de choses dans ce malheureux moment. J'ai formé le lâche projet d'aller d'abord à la campagne pour informer le docteur de tout le fait. Né à l'âge de 12 ans, mon esprit n'avait pas encore gagné la froide faculté de bâtir des projets de vengeance héroïque enfantés par les sentiments factices de l'honneur. Je ne faisais que m'initier dans les affaires de cette espèce. Ça, c'est Bettina. Il y a d'autres histoires de Bettina, mais je n'en parle pas. Pourtant, il étudie 2 ans avec le docteur Gozzi, et par la suite, il habite là, toujours là, quand il va à l'université de Padoue. Mais voici ce qu'il dit de son précepteur, le docteur Gozzi. Dans ces 2 ans, il me communiqua tout ce qu'il savait, qui à la vérité était peu de choses, mais assez pour m'initier dans toutes les sciences. Il m'enseigna aussi à jouer du violon. Cet homme, n'étant philosophe en rien, me fit apprendre la logique des péripaticiennes et la cosmographie dans l'ancien système de Ptolémée, dont je me moquais. Continuellement, l'impatientant par des théorèmes auxquels il ne savait que répondre en matière... Continuellement, l'impatientant par des théorèmes auxquels il ne savait que répondre. Mais en religion, il était très sévère. Le déluge avait été universel, les hommes avant ce malheur vivaient 1000 ans, Dieu conversait avec Noé. Non, je recommence là. Le déluge avait été universel, les hommes avant ce malheur vivaient 1000 ans, Dieu conversait avec eux, Noé avait fabriqué l'arche en 100 ans, et la terre suspendue en l'air se tenait ferme au centre de l'univers que Dieu avait créé, le tyran du rien. Quand je lui disais, il lui prouvait que l'existence du rien était absurde, il coupait court, me disant que j'étais un sot. Il aimait le bon lit, la chopine de vin et la gaieté en famille. Il n'aimait ni les beaux esprits, ni les bons mots, ni la critique. Il disait que rien n'incommodait tant que l'incertitude, et par cette raison, il condamnait la pensée parce qu'elle engendrait le doute. Casanova, par cette critique de son professeur, nous donne aussi il détaille pour nous les choses qui l'intéressent lui. Déjà à 14 ans. En 1739, il quitte Padoue, docteur. En fait, au début de ce chapitre, il dit « Me voici docteur ». Il est docteur en droit et sa grand-mère voudrait qu'il continue pour faire le droit ecclésiastique. Ça serait le droit canon, je crois, mais il l'appelle ecclésiastique. Sa mère veut qu'il devienne avocat. Il veut devenir médecin. Non pas parce qu'il respecte les médecins, mais parce qu'il trouve que leur charlatanisme fait encore plus d'effet que celui des avocats. Et il y a une histoire de lui quand il a eu une mauvaise grippe une fois, il était alité avec sa grippe, il était très très malade. Et ses amis, en voulant lui faire du bien, ont fait venir un chirurgien pour le saigner. Mais Casanova avait sur son oreiller, il avait un tout petit pistolet très simple du XVIIIe siècle. Et quand le docteur est arrivé avec sa cuve et son rasoir pour le saigner, il a tiré son pistolet dessous sur son oreiller, il l'a déchargé à côté de l'oreille du médecin, et le médecin est parti sans le saigner. il méprisait les médecins ordinaires avec absolument horreur. Il nous confie aussi que le fait d'aller à l'université de Padoue le libérait surtout de côtoyer des libertins, des joueurs, des coureurs de mauvais lieux, des ivrognes, des débauchés et des bourreaux d'honnêtes filles. De retour à Venise, il est tonsuré et reçoit les 4 ordres mineurs. Sa grand-mère lui achète le costume d'un abbé et on commence à l'appeler Monsieur l'abbé. Il va avoir peut-être 16 ans, mais il est habillé en abbé et puis il a l'air très très respectable. Et il parle bien. Une chose qu'il a appris du Dr. Gozzi,
était de parler l'italien standard plutôt que le dialecte vénitien. Et pendant tout le reste de sa vie, il était difficile pour la façon dont les gens parlaient. Son ambition était d'apprendre le français, évidemment, et il l'a fait, et on a la preuve. Alors, sa grand-mère essaie de l'habiller en prêtre et de l'envoyer vers l'église. Alors, on lui demande un jour de prêcher un sermon en lui disant « Oui, mais vous êtes doué pour la parole ». Alors, il prêche un merveilleux sermon et tout le monde est ravi. Mais quand on le réinvite quelques temps plus tard, il arrive complètement ivre, et c'est un désastre, et il dit que c'était la fin de sa carrière de prédicateur. Il ne sait pas que faire et tourne en rond. Ses premiers vrais contacts sexuels sont avec deux sœurs dans une chambre de 3e étage sur leur tente, à l'insu de la tante. Les deux sœurs s'appellent Nanette et Marton, mais il les appelle pendant tout le reste de sa vie ses deux anges. Et dans cette période de désordre, quand il ne sait pas où rester, il est chez sa grand-mère une partie du temps. Je pense que sa mère a un appartement aussi à Venise, mais elle a peut-être quitté ou vendu. Puis en 1743, sa grand-mère meurt. Et le propriétaire, encore un Grimani, la famille Grimani semble avoir dominé sa vie de toutes parts, lui annonce qu'il doit quitter la maison dont le bail arrive à terme. N'ayant pas d'argent et nulle part pour aller, il se met immédiatement à vendre tout ce qui se trouve à la maison, les meubles, le linge, la vaisselle, tout, qui appartient à la maison évidemment. Cela n'appartenait pas à la grand-mère défunte de Casanova. Ça va avec la maison, mais il le vend. Alors M. Grimani lui arrive, demande restitution avec une liste. Casanova a une liste aussi, la liste des choses qu'il a vendues. Alors il peut confirmer qu'il les a vendues et il dit à Grimani où il peut aller les trouver. Et puis Grimani ne sait pas trop quoi faire. Il dit qu'il est envoyé dehors encore. Et en réaction à Grimani, il nous dit « Outré de colère, je vais chercher un juif pour lui vendre tout ce qui restait, toutes les autres choses qui restaient dans la maison. Mais vous la rentrez chez moi, je trouve à ma porte un huissier qui me remet un commandement. Je le lis et je le trouve fait à l'instance d'Antoine Razetta. C'était l'homme à teint rôti, en fait c'est l'homme à tout faire de Grimani. Le scellé était à toutes les portes, je ne peux pas entrer dans ma chambre. L'huissier était parti et il avait laissé un garde. Je pars et je vais chez M. Rosa, qui me dit que le lendemain matin, le scellé sera levé. Mais c'est fini, il ne peut plus habiter là. Et l'abbé Grimani ne sait pas quoi faire et l'envoie dans un séminaire. Dans le séminaire, il est vite accusé, injustement, d'homosexualité. Il est trouvé avec un garçon beaucoup plus jeune et plus petit que lui dans son lit, mais ce n'était pas son idée. Quand quelqu'un envahissait son lit, il faisait de la place et continuait à dormir, mais il est accusé d'homosexualité, il est expulsé. Et cette fois-là, Grimani est si furieux qu'il l'envoie en prison à la forteresse Saint-André, un édifice sur une île devant Venise où les gens doivent attendre en quarantaine avant d'entrer à la ville ou de la quitter. Autre chose que j'ai apprise au sujet de Venise, il y avait une quarantaine pour y entrer, une quarantaine pour sortir, à cause de la peste. Et évidemment, cette quarantaine était plus efficace pour ceux qui arrivaient par la mer. Par les terres derrière, en haut de Venise, Casanova aurait su trouver la porte derrière et passer, mais enfermé sur l'île, il a encore déployé son charme pour faire tous les contacts possibles. Et là, j'ai trouvé un autre... c'est ici que je rencontre l'histoire de l'aristocratie. Il y rencontre une jeune comtesse très belle avec son père qui est peut-être là pour la dette. Et là, quand il sort de la forteresse, quand il est lâché, il est invité chez ces aristocrates. Oh, il veut y aller, il veut faire des contacts dans l'aristocratie. Et puis il les trouve dans la misère la plus étonnante. Hélas, je ne m'en souvenais plus et son aide ne pouvait plus m'intéresser. Je l'ai suivi. J'entre dans une chambre où je vois une table, une chaise, un petit miroir et un lit retroussé où on ne voyait que le dessous de la paillasse. On voulait par là laisser le spectateur maître de s'imaginer qu'il y avait des draps.
Mais ce qui m'a donné le coup de grâce fut une puanteur qui n'était pas de vieille date. Me voilà anéanti. Jamais amoureux ne se trouva guéri plus rapidement. Je me trouve uniquement occupé par l'envie de m'en aller pour ne plus retourner et fâché de ne pas pouvoir laisser sur la table une poignée de sequins. Le sequin était la pièce de monnaie. Je me serais trouvé quitte en conscience du prix de ma rançon. Elle m'a montré ses dessins et me semblant beau, je lui ai loué sans m'arrêter sur son œuvre et badiner sur son Adam, comme j'aurais fait herbe de l'esprit dans une différente assiette. Il veut simplement se sauver parce qu'elle est habillée en haillons et le logement est très sale. Il y a un pot de chambre sous le lit qui n'a pas été vidé et il est dégoûté. Mais il nous révèle sans explication la situation de l'aristocratie. Sa mère, finalement, en revenant de Genève, Londres, peut-être de l'Autriche, Vienne, peut-être de Vienne, elle se sert de ses connaissances pour l'envoyer à Rome. Elle a même contact avec un évêque qu'il rencontre. Et l'évêque lui donne une lettre, lui dit à Rome, et puis après Rome à cette place et cette place-là, venez et je vais vous recevoir. Alors, on lui donne de l'argent pour le voyage. Mais il perd tout cet argent-là le premier soir qu'il passe à l'auberge en jouant aux cartes. Le jeu de cartes s'appelle le pharaon. Je pense qu'en temps moderne, on l'appelle pharaoh, mais je ne connais pas évidemment. Mais il perd tout dans la première soirée. Il retourne la deuxième soirée en ayant laissé sa malle en gage avec un prêteur à gage. Et il perd tout son argent qu'il avait eu en vendant ses vêtements et ses possessions aussi. Alors il décide qu'il doit marcher jusqu'à Rome à pied. Et ici on rencontre un personnage horrifique. Il y va en compagnie d'un moine récollet, un moine mendiant, qui lui montre comment se présenter pour être logé et nourri gratuitement tout le long de leur périple. Sauf que Casanova, dégoûté, l'abandonne à tout bout de champ pour essayer de ne pas voyager à pied. Et avec de l'argent qu'il gagne quelque part, il s'achète au moins un redingote et une paire de souliers pour paraître plus ou moins présentable. Mais il n'est plus habillé en prêtre, il avait abandonné tout cela au premier moment possible. Et il déteste ce moine qui est brutal, semi-lettré et violent. Casanova l'appelle le fatal moine. Et cet homme, ce moine, porte un énorme manteau. Et c'est rempli de nourriture. Partout où il va, il bourre ses poches de tout ce qu'il peut de mangeable. Le frère fatal. Ce lâche est un homme de 30 ans, de poils roux, d'une complexion très forte, véritable paysan, qui ne s'était fait moine que pour vivre sans fatiguer son corps. Je lui ai répondu qu'étant pressé, je ne pouvais pas devenir son compagnon. Il me dit qu'en marchant le double ce jour-là, si je voulais me charger de son manteau qui lui était fort lourd. J'ai voulu essayer, et il mit ma redingote. Nous devînmes deux personnages comiques qui faisaient rire tous les passants. Son manteau était effectivement la charge d'un mulet. Il avait 12 poches toutes pleines, outre la grande poche de derrière, qu'il appelait le baticulo, qui seul contenait le double de ce que pouvaient contenir toutes les autres. Pain, vin, viande cuite fraîche et salée, poulet, œufs, fromage, jambon, saucisse. Il y avait de quoi nous nourrir pour 15 jours. Lui ayant dit comment on m'avait traité à Loreto, il me répondit que si j'avais demandé à Monseigneur Carafa un billet pour tous les hôpitaux jusqu'à Rome, j'aurais trouvé partout à peu près le même traitement. Alors il demande pourquoi n'allez-vous pas loger dans vos couvents, chez les Récollets? Je ne suis pas si bête. Premièrement, on ne me recevrait pas, car étant fugitif, je n'ai point d'obédience par écrit qu'ils veulent toujours voir. Je risquerais même d'être mis en prison, car c'est une maudite canaille. Autrement dit, il a été rejeté par son propre ordre. Alors, il continue son chemin avec lui et malgré lui, mais il se retrouve à tout bout de champ parce qu'ils vont dans le même sens. Et finalement, ils arrivent un soir ensemble dans une cambuse misérable, un vieillard qui râle sur un grabat dans le coin, et deux femmes, Casanova dit de 30 et 40 ans,
pauvres, laides, pas intéressants. Mais ces gens-là leur donnent à manger et leur donnent chacun un lit. Après que nous eûmes tous assez bien mangé, on nous fit 2 grands lits d'assez bonne paille et nous nous couchâmes, restant à l'obscur parce qu'il n'y avait ni chandelle ni huile. 5 minutes après, dans le moment même que le moine me dit qu'une femme était couchée près de lui, j'en sens une autre près de moi. L'effronté m'entreprend et va son train malgré que je ne voulusse absolument consentir à sa rage. Le tapage que le moine faisait voulant se défendre de la sienne rendait la scène si comique que je ne pouvais pas me mettre tout à fait en colère. Le fou appelait à grands cris Saint-François à son secours, ne pouvant pas compter sur le mien. J'étais encore plus embarrassée que lui, puisque lorsque j'ai voulu me lever, le chien m'effraya venant à mon cou. Alors quand il essaie de sauver la femme, le chien l'attaque. Ce même chien, allant de moi au moine et du moine retournant à moi, paraissait d'accord avec les putains pour nous empêcher de nous défendre d'elle. Nous nous disions assassinés et faisant les hauts cris, mais en vain, car la maison était isolée. Les enfants dormaient, le vieillard toussait. Ne pouvant me sauver de là, si on ne donne pas le mot, la sale femme, m'assurant qu'elle s'en irait, si je voulais être un peu complaisant, j'ai pris le parti de la laisser faire. Et j'ai trouvé que celui qui a dit sublata lucerna nullum discrimen inter mulieres, en français, la lumière éteinte aucune différence entre les femmes, dit vrai. Mais sans amour, cette grande affaire-là est une vilainie. Le frère Stefano, le fatal frère, fit autrement. Défendu par sa grosse robe, il échappa au chien et se leva et trouvait son bâton. Pour lors, il parcourut l'endroit, donnant des coups à droite et à gauche, en aveugle. J'ai entendu la voix d'une femme s'écrier « Oh, mon Dieu !» et le moine dire « Je l'ai assommé !» J'ai cru qu'il avait assommé le chien aussi, car je ne l'ai plus entendu, et j'ai cru assommer le vieillard aussi, ne l'entendant plus tousser. Il vint se coucher près de moi, tenant son gros bâton, et nous dormîmes jusqu'au jour. Je me suis vite habillée, étonnée de ne plus voir les 2 femmes, et effrayée de voir le vieillard, qui ne donne le moindre signe de vie. J'ai fait voir à Stefano une meurtrissure sur la tempe du défunt. Il me dit qu'en tout cas, il ne l'avait pas tué exprès. Mais je l'ai vu furieux lorsqu'il trouva vide son baticulum. Les 2 femmes se sont sauvées avec tous ses vivres. J'en fus enchantée. Ne voyant plus les 2 carognes, j'ai cru qu'elles étaient allées chercher main forte et que nous allions avoir des malheurs très sérieux. Mais quand j'ai vu le baticulum pillé, j'ai connu qu'elles étaient parties pour n'être pas obligées à nous rendre compte du vol. Alors il échappe cette fois-là aussi et continue son chemin. Je ne vais pas vous parler de ces aventures à Rome, c'est trop long, c'est trop compliqué, il fait trop de beau, d'incroyable. Et je vais aller maintenant directement à Henriette, son amante française. Henriette, et je vous dirai tout de suite que l'identité de Henriette n'est toujours pas certaine. Elle lui avait jamais donné son vrai nom, elle a dit « appelez-moi Henriette ». Et il lui a jamais donné le nom Casanova, il lui a donné le nom Faroussi, le nom de sa mère. Et il fallait que ce soit anonyme et discret. Mais Henriette était probablement une jeune aristocrate provençale qui s'appelait Adélaïde Guédon. G-U-E-I-D-A-N, Guédon, qui a vécu de 1725, même âge que Casanova, à 1786. Et la première fois qu'il la voit, elle n'est qu'une boule dans un lit. Il entend du tapage dans son auberge. Il a quitté Rome, il est sur le chemin de Parme, mais il est simplement en chemin, il est dans une auberge. Et il entend beaucoup de bruit dans le couloir, et c'est l'aubergiste qui arrive pour accuser un vieux monsieur, un officier, d'avoir une fille dans son lit. Alors, scandale, on ne peut pas ça dans ma maison, blablabla. Casanova voit, il voit du désordre, il veut aller participer. Et il découvre que l'officier au lit avec la fille est un homme dans la soixantaine, très respectable, qui parle 3 langues, mais aucune qui peut lui servir pour l'occasion. Il parle hongrois, il est hongrois, il parle allemand et il parle latin.
Et en fait, il est en train de quitter Rome parce qu'il est déçu, parce qu'à Rome, le latin ne lui servait pas. Il parlait en latin, les gens ne comprenaient pas, il est fâché. Et puis, il raconte plus tard que dans son auberge, sur le point de partir, dans 2-3 jours, il regarde à travers la cour et voit une jeune femme avec les cheveux coupés courts, habillée en officier, en jeune officier, habillée en homme, qui est dans la chambre d'en face. Il y a un autre vieillard dans la chambre, et les deux ne se parlent pas du tout. Rien, zéro. Ils se regardent à peine. Elle lit un livre et l'autre sort faire autre chose. Alors il trouve ça bizarre, et il fait venir son domestique, c'était son interprète pour ce voyage, et il envoie demander à la jeune femme si elle viendrait coucher avec lui pour seulement 15 minutes, une demi-heure, pour une certaine somme d'argent. Alors, elle lui répond par un note qui dit, il lui dit aussi, je vais quitter pour Parme, alors il faut décider vite. Et elle lui envoie un mot disant, si vous quittez, dites-moi par quelle porte vous quittez Rome, et je vous attends sur la route devant cette porte-là, le jour où vous partirez pour Parme. Il passe en carrosse, il le prend avec lui, et ils ne peuvent pas se parler. Il ne comprend pas le français, et elle ne comprend pas le latin. Alors, c'est une situation que Casanova, qui parle et français et latin, exploite. Et il ne sait toujours rien sur elle. Tout ce que je viens de vous dire a été raconté par le Hongrois. Et il arrange avec le Hongrois qui pense qu'il l'a engagé pour une courte période de temps. Il trouve qu'il a sur les mains, il ne sait pas quoi faire. Elle n'a pas de bagage, rien. Elle a son uniforme, que Casanova trouve très élégant, fait sur mesure. Mais elle n'a pas de bagage, main vide. Casanova lui dit, quand il voulait changer de chemise, elle a pris la chemise de son ami l'officier. Alors, il continue sur la route et Casanova négocie. Il parle français avec elle et latin avec le Hongrois. Et le Hongrois dit, oui, si vous voulez me l'apprendre, oui. Et elle, il lui demande à elle ce qu'elle va faire en descendant de la carrosse à Parme. Elle dit, ne vous occupez de moi, ne vous occupez pas de moi, j'irai comme ça, je partirai dans la rue, vous n'avez pas à vous occuper, je vais aller là où je vais, je ne sais même pas, lâchez-moi. Alors Casanova pense, non. Et il n'achète pas exactement du Hongrois, mais il donne de l'argent à l'Hongrois qui lui avait donné de l'argent. Et elle n'acceptera rien. Et une fois arrivé à Parme, il prend 2 chambres dans une auberge et il court chercher des couturières, des cordonniers, et il lui fait faire une garde-robe, il l'habille et il essaie de la réinstaller comme dame. Ce qu'il dit quand il le voit la première fois, cette maîtresse de l'officier avait commencé à m'intéresser, toute cachée sous la couverture. Elle m'avait plu quand elle avait mis sa tête dehors, et beaucoup davantage quand je l'ai vue debout. Mais elle couronna l'œuvre déployant à table des sortes d'esprit que j'aimais beaucoup et qu'on trouve rarement en Italie et qu'on trouve souvent en France. Il n'avait jamais parlé à une Française. Il avait l'habitude des Italiens. Et la Française était très différente. À table, tout le monde voit que c'est une femme. Ça, c'est le 18e, ça, c'est l'ère du libertinage. Ce n'est pas un secret que cette jeune fille voyage plus ou moins déguisée en officier avec les cheveux coupés courts. Mais à table, les gens observent avec étonnement qu'elle ne peut pas parler à son Hongrois et que le roi ne peut pas lui parler et que c'est Casanova qui interprète entre eux. Alors une femme plus âgée probablement, en voulant être méchante, dit à la jeune femme, mais comment est-ce que vous pouvez voyager avec une personne auquel vous ne pouvez pas parler? Et Henriette dit, pour ce que nous faisons ensemble, on n'a pas besoin de parler. Et la femme dit, ah, mais c'est quoi ça? Et Henriette dit, moi, évidemment, on joue aux cartes et c'est moi qui tiens la banque. Alors, Casanova est séduit, il est très impressionné. Et puis il dit, un peu plus loin, il dit, j'ai passé 3 mois avec elle, toujours également amoureux, en me félicitant continuellement de l'être. Un autre moment, quand ils sont dans leur chambre à l'auberge, la marchande de mode, parce qu'il fait venir des dames pour l'habiller, qui était lyonnaise, entra le matin dans notre chambre, disant, Madame et Monsieur, je suis votre servante. Pourquoi? Lui dit Henriette.
Ne dites-vous pas monsieur et madame? Et la marchande demande, oh, j'ai toujours vu, répond la marchande, qu'on fait les premiers honneurs aux dames. Alors Henriette lui dit, mais de qui nous ambitionnons-nous que ces honneurs soient? Mais de qui nous ambitionnons-nous que ces honneurs soient faits? Des hommes. Et vous ne voyez pas que les femmes deviennent ridicules si elles leur rendent les mêmes honneurs qu'ils ont la politesse de nous faire? Autrement dit, elle défend les hommes. Et Casanova dit, ceux qui croient qu'une femme ne suffit pas à rendre un homme également heureux dans toutes les 24 heures d'un jour n'ont jamais connu une Henriette. Et quand il la voit habillée en dame, il nous confie qu'il a le réflexe de lui dire « vous » plutôt que « tu ». Il veut aller avec elle à l'opéra tous les soirs pour la montrer. Et là, il rencontre un problème. Elle ne veut pas être vue. Casanova ne comprend pas encore, mais Henriette est en fuite devant un mari brutal. Et je crois que le premier vieillard avec lequel Longroy l'a vu était son beau-père. Quand Longroy a envoyé un message offrant de la payer pour coucher avec lui, il lui a offert une porte de sortie parce qu'elle a accepté tout de suite pour se sauver de son beau-père. Nous ne savons pas quel était le conflit entre elle et son mari. On ne le saura jamais. Elle ne voulait même pas qu'on sache son nom, qu'on sait maintenant probablement. Ben, c'était le beau-père qui l'accompagnait dans un couvent probablement pour l'enfermer. Autre chose que j'ai appris chez Casanova, et là je fais un petit détour. Plus tard, Casanova a une amie de 14 ans et il la rend enceinte. C'était le grand frère de la fille qui a plus ou moins vendu la fille à Casanova. Il ne voulait pas. Alors c'est un désastre. La mère de la petite, dans la quarantaine, était une femme très bête qui croyait que Casanova était un grand monsieur et il a laissé la petite aller avec lui. Le père est absent et tout le monde dit « oh, il est vieux, il est bête ». Alors le vieux père bête revient, il regarde Casanova, il regarde sa fille. Il ne sait pas qu'elle est probablement enceinte, mais il sait qu'elle a 14 ans. Il dit à sa fille, ok, toi, tu vas au couvent jusqu'à l'âge de 18 ans. Et il l'enlève de là, il l'enferme, affaire réglée. Et j'ai commencé à comprendre à quoi servaient les couvents à cette époque-là. Alors, pauvre Henriette est expédiée à un couvent. À l'extérieur, elle se marie qu'elle ne veut plus voir, et 2 enfants aussi. Et elle vit ces 3 mois d'amour avec Casanova. Elle avoue à un moment donné qu'elle adore la musique. Et Casanova veut lui acheter ce petit clavier qu'on appelle un virginal pour jouer de la musique. Elle dit non, je ne sais pas comment jouer. Et elle lui demande. Mais elle adore la musique et il veut aller à l'opéra avec elle. Elle ne veut pas aller à l'opéra. Elle a peur d'être reconnue. Et il lui demande, et elle y va, elle y va sans rouge, et elle s'assoit sans rouge et sans bougie. Elle fait une bougie dans la loge et elle ne se montre pas. Et plus tard, dans une soirée privée, où il y a un musicien, il y a un ensemble de chambres, elle prend des mains d'un musicien, son violoncelle, et elle joue du violoncelle très, très, très bien. Casanova est renversé. Il dit, j'ai disparu pour aller pleurer dans le jardin où personne ne pouvait me voir. Qui est donc Henriette? Et Henriette est cette aristocrate en fuite d'un mari brutal. Et finalement, elle est reconnue en public. Un émissaire de sa famille, à elle, non la famille de son mari, vient passer 6 heures avec elle en fermant la porte de Casanova. Il est dans la pièce à côté et elle est en négociation avec cet homme qui vient la voir. Finalement, annonce à Casanova qu'il faut qu'ils se séparent. Puis l'émissaire s'en va. Et plus tard, Henriette reçoit une lettre adressée à un banquier à Genève. Ils vont à Genève. C'est Casanova qui porte la lettre à la banque. Et le banquier l'ouvre et dit que c'est un ordre de payer 1000 louis d'or. 1000 louis d'or. Je ne sais pas combien ça serait, mais c'est une fortune. Alors, évidemment, le banquier ne donne pas les 1000 louis d'or à Casanova, mais il retourne à la maison et
la personne qui porte l'argent arrive bientôt après. Et enfin, il arrive 2 hommes et une carrosse pour chercher Henriette. Et il donne à Henriette les 1000 louis d'or. Alors, les 1000 louis d'or, Casanova nous dit, il y avait 10 rouleaux de 100 louis chaque. Et Henriette, calmement, divise les rouleaux en deux tas. 5 pour elle donne 5 à Casanova. Alors, et ça, elle part, elle le laisse là. Je pense qu'il essaie de lui donner la carrosse qu'il a achetée pour elle, mais elle en est meilleure maintenant, on va lui envoyer un autre. J'ai appris aussi que les gens n'achetaient jamais les chevaux. Les chevaux, on les prenait là, au poste. Mais on possédait sa carrosse, mais on n'avait pas besoin de posséder. Il valait mieux ne pas posséder les chevaux. Alors, elle part avec les chevaux et la carrosse de sa famille. Et Casanova se trouve avec un carrosse qu'il n'aurait pas voulu pour lui, et une fortune. Évidemment, il le perd assez vite. Adelaide de Guédon, aristocrate provençale. Les deux n'ont jamais révélé le vrai nom pendant cette idylle, mais quand il va la retrouver brièvement, 15 ans plus tard, probablement qu'il sait qui elle est. Et elle, à l'intérieur de la vitre dans l'auberge de Genève, a écrit avec un diamant sur la vitre « Tu oublieras aussi, Henriette ». Mais il ne le dit jamais. Là, j'ai presque terminé. Dans 2-3 minutes, je veux partager avec vous une autre découverte. Dernièrement, j'ai regardé de nouveau le film Barry Lyndon. Est-ce que vous avez vu le film Barry Lyndon? Barry Lyndon. Non? Jamais sur le papier. C'est bien sûr, mais je commence par le film qu'ils ont de meilleures chances de connaître. C'était fait pendant les années 70. Le roman que Aglaé connaît, et dont elle m'a donné un exemplaire relié en cuir, un beau petit livre qu'elle a eu comme prix à l'école. Le livre a été écrit par William Makepeace Thackeray, nom très britannique, William Makepeace Thackeray. Et c'est l'histoire d'un Irlandais débauché qui fait ce que Barry Lyndon fait dans le film, épouser une aristocrate et vivre une vie de désordre. C'est basé sur les exploits d'un aventurier irlandais. Mais en regardant le film, je me suis rendu compte que Thackeray, qui a publié le roman Barry Lyndon en 1844, avait lu les mémoires de Casanova. On reconnaît Casanova aussi dans le personnage de Barry Lyndon. Et ça, c'est tout. Voilà. Casanova, bien sûr, c'est un mythe. C'est un personnage qui a énormément d'importance, dans l'histoire du désir, dans l'histoire des jeux de la séduction. On l'associe souvent à Don Juan, on le pose aussi. Alors, ma question, c'est de quelle manière ce que tu nous as raconté, ça prépare l'image qui nous est donnée maintenant de Casanova? De quelle manière ça rejoint le mythe qu'on se fait? Le mythe et le personnage, ce n'est pas exactement la même chose. Et toi, tu parlais de la jeunesse. Et de quelle manière ce que tu nous as raconté de cette jeunesse-là, ça prépare l'homme qui va devenir écrivain, qui va devenir le séducteur qu'on connaît, l'amour qu'on connaît. Je pense qu'il n'est pas un mythe, il est peut-être une légende. Il faut faire la différence entre mythe et légende. Il n'est pas mythique. Don Juan est mythique, mais Don Juan est l'ennemi des femmes. Et Casanova, non, il n'est pas l'ennemi des femmes, mais il est surtout l'ennemi de lui-même. Et ce que j'ai voulu transmettre, c'était son humanité. L'homme vrai, vraiment un personnage difficile. Et certains commentateurs disent d'Henriette, qui est une femme intelligente, qu'après 3 mois avec lui, elle a compris que ça ne pouvait pas durer bien plus longtemps. Parce que Casanova, il est toujours accusé d'un narcissisme. Et après avoir conquis une femme, souvent il voulait s'en débarrasser au plus vite le lendemain.
Et avec une jeune femme qui pouvait être enceinte, il a fait des pieds et des mains souvent pour lui trouver un fiancé qui pouvait marcher. Il avait beaucoup de contacts. Et aussi, il préférait séduire une jeune femme qui venait de se marier, ce qu'il a fait. Il y avait des moyens anticonceptionnels à l'époque, mais pas très efficaces. Et Casanova était préoccupé par ça. Il ne voulait pas détruire les femmes. Il les admirait, mais il les admirait en général. Je pense que Henriette, pour lui, était individuelle, mais sa réponse aux femmes en général était générale. Mais il n'est pas un mythe. Il y a des mythes, mais non, il est peut-être une légende. Parce que c'est vraiment, même les choses erronées à son sujet relèvent de la réalité d'un homme réel. Et qui a dit en mourant, j'ai vécu en philosophe, mais je meurs en chrétien. Ce n'est pas une boutade de ma part, et je ne pense pas que c'est une boutade de la part de Casanova. Alors je te laisse toute la liberté que tu voudras pour l'interpréter toi-même. Oh! Conférencière par la chose. Réponds. Pourquoi tu veux que j'invente quelque chose? S'il n'y a personne qui veut intervenir, oui, ensuite, ça sera Louis Martildon de le présenter. Moi, avant de donner la parole à Louis, je retiens de l'histoire et des mémoires la recherche du bonheur réussie. Semblait dire qu'il a travaillé plus contre lui-même que contre les femmes. Ça, je suis d'accord, il n'a jamais été contre les femmes. Mais il a réussi à être heureux, puis lorsque la vie le privait des possibilités de jouissance, il a fait comme Démocrite ou Épicure disait, ben, je vais me souvenir des temps heureux, puis là il a rédigé les mémoires. Et il continuait à jouir de ses jouissances passées. Et ça, au point de vue moral, je suis sûr que, par exemple, Roger est pas mal d'accord avec ça. C'est bien intéressant. Lorsque il faut jouir dans la vie, il faut jouir de la vie. Et ça, on est plus capable, au moins, de se souvenir des moments où on était capable de continuer à en profiter au lieu d'être négatif, mélancolique, de regretter le passé. Bon, c'est ça que j'allais dire, excusez-moi, Louis Martildon. Donc, Casanova écrit ses mémoires. Est-ce qu'on peut savoir jusqu'à quel point ces mémoires respectent les faits, ou s'il embellit, s'il romance, s'il change? Est-ce qu'on peut distinguer le vrai du faux dans ces mémoires? Je sais que les Français appellent les mémoires de l'autofiction. Et probablement que Casanova se laissait aller à une certaine quantité d'autofiction. Mais puisqu'il y en a tellement, c'est si riche, c'est si dense, il n'aurait jamais pu tout inventer. Peut-être que si on lui mettait une sorte d'analyse de consistance et si on corrigeait les données qu'il nous donne dans les trois tomes, on trouverait qu'il y avait des inconsistances et beaucoup. Mais même les inconsistances révèlent son intention. Et l'histoire l'image qu'il essaie de donner de lui-même est sympathique parce qu'il fait souvent cas de sa sensibilité et de sa surprise, mais aussi de son intelligence. C'est vrai que probablement une certaine quantité est inventée, mais qu'est-ce qu'on dit en italien? Sinon, vero e ben trovato? Fare bella figura. Comment? Fare bella figura. Si ce n'est pas vrai, au moins c'est bien trouvé. Je pense que c'est une question honnêtement analytique. Toi, en rencontrant Casanova, tu l'aurais toisé d'un air qu'il aurait remarqué. Mais quand toi tu parles de la perte des jouissances, c'est le prince de Ligne, qui était l'ami de Casanova à la fin de sa vie, qui nous dit qu'à un moment donné, à la fin de la quarantaine, il est devenu impuissant sexuellement, ce qui n'est pas surprenant. Et puis, le prince de Ligne nous dit,
Après cela, il s'est vengé à table. Et il mangeait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il aimait beaucoup la conversation. Et puis, il a perdu ses dents. Et quand il a perdu ses dents, et il ne pouvait plus manger poliment, et il avait du mal à parler, c'est là qu'il s'est retiré à Dux, dans ce château en Bohême, pour accepter un poste de bibliothécaire qu'il n'a jamais fait. Il n'a jamais mis de l'ordre dans la bibliothèque du comte du duc de Waldstein. Il a plutôt écrit ses mémoires en lien. Sur du papier de très très bonne qualité, avec une encre très noire, et il est mort en 1898. Il n'avait pas de descendance qu'on connaissait. Il a laissé son manuscrit à son neveu, le fils de son frère. Et ce neveu-là a vendu le manuscrit à un éditeur allemand, Brockhaus. Et Brockhaus contrôlait l'accès au manuscrit jalousement. Ce n'était qu'assez avancé dans le 19e siècle qu'ils ont publié une traduction allemande, peut-être légèrement nettoyée. Et puis les Français ont eu accès et ont publié une version française avec la langue corrigée et les grossièretés enlevées. Et quand le livre a été publié au milieu du 19e siècle, comme le livre correlu William Makepeace Thackeray, il a peut-être lu une traduction de l'allemand ou il a peut-être lu une traduction du français. Mais ce qu'il a su de ce manuscrit était moins que ce que nous connaissons maintenant. Parce que finalement, Gallimard a acheté le manuscrit en 1960. Ils ont payé des millions pour le manuscrit, ils ont mis toute une équipe de chercheurs pour trouver les noms des rues, les maisons qui étaient toujours, la maison qui n'est pas, les personnages, leur ascendance, leur descendance. Les notes sont merveilleuses. Et on visite Venise, on visite Vienne, on visite Paris. À Paris, Casanova à Paris, qui fait semblant, il profite de son mauvais français s'améliore, mais il joue l'innocent. Je pense que c'était son frère qui était plus connu comme peintre. Son frère est un peintre de bataille et surtout de bataille navale. Donc, dans ce temps-là, ça avait une certaine... Avant la photographie, c'était nécessaire. C'est ça, il y avait de la prospérité, puis bon, Oui. c'était mieux de remettre le manuscrit à lui, parce que Le frère était bon, je pense, il a laissé à son neveu. ça devait, oui, mais quand même, c'était quelqu'un qui était à l'aise. Qu'il a déposé chez un éditeur, mais c'est un éditeur allemand. Oui, OK. Il y a André. André. Merci. Casanova est un grand séducteur. Pouvez-vous raconter une anecdote qui démontre son talent séducteur dans sa vie mature, par exemple? Là, vous avez parlé de sa jeunesse, mais ses aventures dans sa maturité. J'ai terminé le premier tome, je suis au milieu du second. Je ne sais pas si je peux apprécier sa technique de séduction. Peut-être que je suis passée par-dessus par instinct de défense, mais je suis beaucoup plus séduite, moi, par son côté intellectuel. Mais comme j'ai dit au début, il avait le don quand même de paraître vulnérable. Il n'est pas agressif avec les femmes, il est simple, il est accueillant, il est leur frère, sauf qu'il n'est pas leur frère. J'ai dit, comme tous les grands séducteurs, il paraît vulnérable, et ça, c'est un art chez lui. Paraître joliment confus. Mais non, je n'ai pas d'anecdote précise. Et je ne sais pas s'il en parle. Jusqu'à présent, il en parle dans des mots couverts, comme cette scène où il est violé par une paysanne. Il n'est pas très direct. Dans les livres à venir, il devient plus direct. Ok, il y a quelqu'un d'autre. Monsieur Paul, Moi, c'est Jean-Pierre Beaumont. Bonsoir. Bonsoir. Qui écrit-il Casanova? Parce qu'il y a beaucoup de choses
le libertinage dans ces livres. Alors, j'imagine que vous doit viser un lecteur aussi, parce qu'on peut raconter cette vie sans raconter ses choses personnelles, ce qui n'est pas le cas des mémoires de cette vie. Pour qui écrit-il? Probablement qu'il écrivait pour d'autres, des amis, des connaissances, d'autres membres de la communauté libertineuse au 18e. Mais malheureusement pour lui, il a écrit à la toute fin du 18e, quand la Révolution française avait balayé tout ce qu'il avait essayé de conquérir. Et quand l'ère victorienne a commencé en Angleterre, parce que toute la débauche joyeuse du 18e a été estompée par la suite par la Révolution française et par la reine Victoria et une autre approche à la sexualité. Au 18e, une dame qui devenait enceinte envoyait l'enfant à la campagne, chez les paysans, où peut-être qu'il aurait la tuberculose des vaches, mais c'était ce qui se faisait. Il y avait une liberté qui n'a pas été connue par la suite, parce qu'il y avait une réaction. C'est comme si les siècles pairs, comme le 18e et le 20e, étaient des siècles de débandade sexuelle. Et le siècle qui suivait, comme le 19e et le 21e, sont des siècles de resserrement, de correctitude. Je me demandais pour qui il écrivait. Il écrivait pour les gens qu'il connaissait, mais il écrivait pour nous aussi. Quand il parle de la langue française comme étant plus connue plus généralement que la langue italienne, et il pense à l'avenir, il est ambitieux. Il a écrit des pièces de théâtre, des poèmes qui n'ont jamais été reconnus. Je ne sais pas si sa pièce de théâtre était bonne, il paraît qu'elle a perdu. Mais il voulait être poète et dramaturge, philosophe. Dans l'introduction de ce livre-ci, on mentionne un film sur Casanova fait par Philippe Fellini, avec Donald Sutherland comme Casanova. Et les gens qui ont compilé ce livre le trouvent abominable. Ils disent que ce n'est pas Casanova, le personnage que Donald Sutherland crée n'est pas Casanova du tout. C'est un gros type hébété, stupide, et ils sont très insultés par l'image de Casanova dans ce film de Fellini. Tandis que Redmond Barry, l'Irlandais dans Barry Lyndon, il ressemble plus à Casanova, en irlandais. C'est un batteur qui cherche à séduire et qui cherche à s'améliorer. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense, moi, que Casanova est un très bon écrivain français. Aujourd'hui, je me demandais, est-ce que je remettrais les mémoires dans ma section littérature italienne ou dans ma section littérature française? Il écrit à peu près comme Rousseau à l'époque. C'est un français du 18e siècle, un beau français. Il me fait penser plus à Rousseau que j'ai plus lu que n'importe quel autre, au 18e. Autre sujet, c'est un fait que le film de Fellini, c'est les fantasmes de Fellini. Oui. Entre autres, la fameuse scène de relation sexuelle avec le robot, où tout est foutu, là on a perdu complètement contact avec la réalité, on est avec une machine. Avec l'œil qui regarde par la longueur, oui. Ça c'était un appartement, c'était de l'ambassadeur français, je pense. Et plus tard, il va dans, c'est juste un appart, mais il suit cette religieuse dévergondée aussi dans un autre appartement qui appartient à l'ambassadeur anglaise. Et Casanova... Mais il y en a deux. Et je pense qu'à un moment donné, il rentre. Je ne me souviens pas dans quel appartement, mais ce qu'il trouve dans cet appartement, il trouve des lieux à l'anglaise. Qu'est-ce qu'il voulait dire par des lieux à l'anglaise? Il voulait dire, je l'ai cherché,
une toilette avec une chasse d'eau. Et le cabinet de toilette était une petite pièce avec un lavabo et un miroir et un pichet d'eau. Mais les lieux, à l'anglaise, les lieux d'aisance, étaient, parce que c'était à l'anglaise, à cette époque-là, ça voulait dire une toilette, un cube avec une chasse d'eau. Et Casanova était impressionné par ça. Ça me rappelle aussi, souvent vous dites séduire, faire des conquêtes, et ça me fait plus penser à Don Giovanni, à Don Juan. J'ai l'impression que Casanova était plutôt séduit lui-même, pris en charge par des femmes qui, par l'instinct maternel, doublé d'activités érotiques et tout ça, profitaient un peu de sa faiblesse plutôt. Je le vois moins conquérant, évidemment. Mais Don Juan, c'est plus une légende. Un mythe. Une quoi? Un mythe. Un mythe, oui, c'est ça, c'est plus un mythe. Casanova, c'est beaucoup plus historique, beaucoup plus réel, mais on a tendance à confondre les deux. Mais là, quand je dis qu'il est un peu victime des charmes, de son propre charme. Oui, mais ça c'est de la technique. Ça c'est la technique. Il paraît vulnérable, il a la victime, etc. Sauf le lendemain matin, il n'est plus victime, il n'est pas. Mais il n'est plus vulnérable. Non. Serait-il possible, parce que sa mère et son père n'étaient pas présents, le sentiment d'abandon, Oui. puis l'attachement? Oui. Pensez-vous qu'il y a un lien avec ça? Oui, probablement. Parce qu'il n'avait même pas d'endroit stable pour vivre. Et à la mort de sa grand-mère, son premier réflexe était de vendre les meubles qu'il n'avait pas le droit de vendre. Et de toute sa vie, il n'a jamais possédé un appartement à lui. Il était toujours chez quelqu'un d'autre, dans une auberge, dans une chambre, dans un château. Il passait d'un endroit à l'autre en cherchant quelqu'un pour l'héberger. Surtout là où il y aura une bonne table et des gens pour l'écouter parler. Et c'est vrai qu'il Il est enfant unique? Non, il est de l'aîné. Il est de l'aîné. Après lui, il y a Francesco qui est né, qui était censé être le fils de George II d'Angleterre. Et puis il y a un autre frère qui a survécu, je pense. Il y a une sœur qui est morte, qui ne sait pas de quoi. Il y a une autre sœur qui était vivante pendant une bonne partie de sa vie, qu'il aimait. Et il y avait un petit dernier qui était posthume, né après la mort de son père. Je pense qu'il y avait 5 enfants. Zanette a tout en jouant sur toutes les scènes de l'Europe, a fait 5 enfants qu'elle a laissés chez sa mère. Et oui, ils étaient probablement tous un peu déconnectés. Mais il retombait dans la vie du théâtre, surtout à Paris. Je ne l'ai pas suivi à Paris pour cette petite discussion, mais à Paris, il a retrouvé des actrices qu'il connaissait de Venise. Il y a beaucoup de scènes du carnaval aussi. Et c'est avec les gens du théâtre qu'il était le plus naturel. C'était une sorte de chez lui. Il y avait un côté artistique là, très prononcé, puisque ses parents étaient artistes tous les deux. Oui, et son frère un peintre, oui, c'est ça. Je ne sais pas trop ce que son père faisait. Il a peut-être joué un peu, mais il a bâti des décors, il a peint des décors au théâtre. Et il a abandonné ça quand Zanette a commencé à réussir sur la scène. Et le père est pas spécialement présent. Et Zanette a été toujours absente. Et probablement le temps qu'il a vécu, le père suivait Zanette aux différents théâtres. Ouais, c'était une vie de gitan. Oui, ça, je me suis demandé pourquoi il changeait sans arrêt d'endroit. Ça durait des fois quelques semaines. Oui. C'est sûr qu'il fuyait des maris jaloux ou des maris violents.
parfois, et la justice avec elle, parce qu'il Oui, volait, il mentait. Il fuyait la justice souvent, mais il a pris ça enfant et jeune homme à la République de Venise quand les Doges l'ont enfermé pendant 2 années en prison. Il avait très peur des autorités, mais je pense qu'il n'avait pas peur des hommes violents. Il y a une dernière histoire amusante. Il a engagé à un moment donné un soldat français et il voulait avoir ce soldat français comme son domestique personnel, parce que le soldat savait comment le coiffer. Et il avait de grands cheveux noirs très forts, et les hommes à l'époque portaient des perruques, mais il ne voulait pas de perruque, il n'a jamais porté. À l'école, on lui avait forcé à porter une perruque qu'il détestait, on lui avait rasé le crâne. Alors, une fois libre et homme adulte, il avait toujours de grands cheveux. Il voulait que ses cheveux soient arrangés. Alors, il a engagé ce Français pour cette raison-là, et aussi parce qu'il était un native speaker, il parlait un français de France. Et Casanova voulait parler avec lui pour améliorer son français. Mais le Français est tombé en inconscience, il a eu, je ne sais pas quelle maladie sévère, on pensait qu'il était mort. Ils ont regardé dans ses poches, ils ont trouvé un document qui prétendait qu'il était le fils naturel d'une grande princesse. Et tout le monde était émerveillé, l'homme s'est réveillé. Et c'est un homme assez simple, mais les gens se sont mis à faire des saluts et des courbettes. Et il avait eu le droit de porter une épée. Il allait dans la grande société, il ne savait pas comment manger. Et puis il était très impoli, mais tout le monde croyait qu'il était le fils d'une grande princesse. Seulement Casanova, qui avait une mémoire encyclopédique, a dit « Ah, mais si elle était sa mère, et elle est morte depuis 120 ans, quelque chose. » Casanova sait que ce n'est pas vrai, il leur dit d'écrire à Paris pour vérifier. Évidemment, ça prend du temps, et l'homme se pavane en société. Alors, un jour, il apprend que ce Casanova, dont il était le domestique avant, l'insulte. Alors, il le rencontre dans une grande soirée, et il le frappe au visage, et puis il lance un défi de le rencontrer dehors. Et ça, c'est l'histoire du mâchoire, du bras cassé, parce que Casanova aussi a une épée. Mais il suit l'homme dehors, et il lui casse le mâchoire et le bras avec sa canne à marcher. Et il revient à l'intérieur pour voir la bourgeoise intellectuelle qu'il était en train de séduire, parce qu'il met du temps pour les bourgeoises intellectuelles, il peut mettre des mois. Et il revient pour lui parler et dit « Oh, mais monsieur, vous auriez pu le transpercer avec votre épée. » Et Casanova dit à la dame « Oh, madame, pas devant vous. » Vous souvenez-vous de l'apparition du personnage Casanova au cinéma, dans le film La Nuit de Varennes? En anglais, je ne sais pas ce que c'est. Mais on voit dans la suite du roi de France, Louis XVI, avec Marie-Antoinette, on voit à un moment donné sur la route le très très vieux Casanova, poudré, perruque et tout cheveux, je pense. Il n'aurait pas eu de perruque, mais il était peut-être poudré. Oui, c'est ça, il était très très poudré. Et puis, ils font route commune à un moment donné, sûrement que La Nuit de Varennes. Ah, ok, mais là, c'est un film extraordinaire. À un moment donné, Casanova apparaît. C'est pour demander si cette image-là de Casanova, qui vient de cinéaste français, sûrement, si elle était juste. Est-ce que tu as regardé les images dans ce livre? Casanova avec les cheveux blancs, etc. Vas-y, il y a une autre question. Ah oui, il y a une autre question, oui. J'ai lu l'histoire de la vie de Casanova quand j'avais la quarantaine. Je n'ai pas lu l'édition française originale par quel temps. Oui. Mais je me rappelle que Casanova a rencontré Voltaire. Est-ce qu'on a documenté un peu plus cette rencontre-là? Je n'y suis pas arrivée encore, mais je sais que ça s'est produit. Oui, c'était à Ferney-Voltaire, probablement. Il est allé le voir, et oui. Je sais qu'il avait une grande opinion de Voltaire, et je vais y arriver. J'ai terminé le tome 1, je suis au milieu du tome 2, et le tome 3 m'attend. Il y a un mouvement de Voltaire et Rousseau. Jean-Marie, oui. Oui, à propos de. Je ne sais pas comment ça marche. À droite. Oui, le vert, la Au milieu. Ok.
Mais à propos de la morale de Casanova, il ne faut quand même pas oublier que Casanova nous dit que voler des riches, ce n'est pas voler des pauvres. Oui, là, il se sent infiniment coupable. Oui. Parce qu'il a connu la pauvreté, ça, oui. Mais ce n'est pas un socialiste pour autant. Non. Je pense que c'est John Steinbeck, justement, qui a dit les très pauvres dans le sud des États-Unis dans les années 30 ne se considèrent pas comme des pauvres, ils se considèrent comme des milliardaires temporairement gênés. Ils ne sont pas socialistes pour autant, ils attendent seulement leur chance. Et dans la comparaison de Don Juan et de Casanova, moi, il m'apparaît que Don Juan est plus un séducteur, c'est-à-dire dans le processus de séduction d'une femme, et lorsque la femme est séduite, elle ne l'intéresse plus. Tandis que Casanova est un consommateur de femmes. Il est un consommateur de femmes sur le plan sexuel. Rappelez-vous de la scène où il veut coucher avec une vieille duchesse parce qu'elle a une énorme fortune et il n'arrive pas à bander, alors il fait venir une toute petite jeune servante pour l'aider à accomplir son œuvre. Comme un éleveur de bovins. Oui. Mais il rencontre aussi une duchesse à un moment donné à Paris. On lui dit, oh oui, je crois qu'il y a une duchesse qui veut vous rencontrer. Et il trouve une femme qui est très très défaite. Il a dit, elle a moins de 60 ans, elle a la peinture qui craquelle sur son visage, elle est horrible. Et elle a dit, on veut ici, mon petit garçon, oui, viens vous asseoir à côté de moi. Casanova est révolté. Alors il lui dit, mais je m'excuse madame, mais j'ai la chaude pisse. Et puis, qui est le mot pour le gonorrhée. Et elle dit, le révolté. Mais il est horrifié, il est dégoûté quand elle essaie de... Elle pense qu'il est un homme public, elle peut l'avoir. Et il est vraiment insulté. Mais les gens qui ont fait les notes de cette édition-ci ont trouvé des lettres du cousin de cette femme-là qui croyait avoir 60 ans. Elle en avait fait 45. Elle était très défaite par la drogue, par le belladonna, je ne sais pas quoi. Et son cousin confirme qu'elle était plus ou moins nymphomane et qu'il ne comprenait pas, mais elle courait après les hommes. Mais Casanova, je crois que c'était la première duchesse qu'il rencontre. Il était prêt à être impressionné. Et il était impressionné, mais pas d'une bonne manière. Alors, merci beaucoup, Judith Cohen, merci beaucoup à tous. La prochaine rencontre, c'est le 17 octobre.